Ça, c'est l'embrayage d'une Formule 1. Il fait moins de 10 cm de diamètre, il coûte plus de 7500 € et à lui seul, il peut décider du déroulement d'une course. Ce modèle est utilisé depuis plus de 25 ans, mais malgré toute la technologie moderne, ingénieurs et pilotes ont du mal avec au point de complètement rater des courses. Dans cette vidéo, on va parler de cet embrayage et de ce qui le rend si difficile à maîtriser. Mais vous allez surtout comprendre pourquoi chaque départ raté n'est pas forcément la faute du pilote. L'embrayage de votre voiture, c'est 3 pièces. Un volant moteur vissé au moteur, un mécanisme connecté aux roues et un disque d'embrayage qui permet de connecter les deux. Mais si vous avez déjà conduit une boîte manuelle, vous savez qu'il ne suffit pas de juste les mettre en contact, parce que relâcher brutalement la pédale d'embrayage reviendrait à faire ça. Pour éviter de caler votre moteur ou de faire patiner les roues, vous devez relâcher graduellement la pédale, jusqu'à ce que le disque d'embrayage commence à frotter avec le volant moteur et le mécanisme pour transmettre la rotation du moteur aux roues. On dit alors que vous êtes au point de patinage. Sur votre voiture, ce point de patinage dépend essentiellement d'un seul paramètre, qui est le coefficient de frottement du disque. Ce coefficient varie entre 0 et 1. À 0, c'est une piste de patinage, et à 1, c'est de la superglue. Celui de votre embrayage dépend principalement du modèle, mais en général il est stable et ne varie pas beaucoup. Parce que si jamais il venait à changer, à cause de la température par exemple, son point de patinage changerait également, et donc vous risquez de caler sans arrêt. Gardez ça à l'esprit parce que c'est important pour la reste de la vidéo. Dis-moi Lubiol, à quoi servent ces petits ressorts? Ces ressorts que tu vois sur le disque sont là pour absorber les chocs et vibrations du moteur. Et c'est en partie grâce à eux que le passage de rapport sur ton PureTech est souple et agréable. Ce type d'embrayage coûte en moyenne 100 € parce qu'ils sont produits en masse. Ils font plus de 20 cm de diamètre et pèsent plus de 4 kg, ce qui est à l'opposé total des embrayages de Formule 1. Comme vous le savez, dans ce sport, chaque gramme compte. Et c'est pour ça que AP Racing, qui est le fournisseur principal d'embrayage en Formule 1, fabrique les disques à partir de fibres de carbone et le volant moteur à partir de titane pour un poids total inférieur à 1,4 kg. Mais tous ces avantages ne sont pas sans inconvénients. Et il arrive que les pilotes en paient le prix fort. En effet, la fibre de carbone permet de transmettre les 1000 chevaux du moteur à la boîte de vitesse, même quand les disques dépassent les 1500 degrés. Dites-vous que mettre un embrayage normal dans une Formule 1 reviendrait à faire cuire une pizza à la surface du soleil. En revanche, ce n'est pas sans risque, parce que ces disques sont très sensibles à leur environnement au point où même la température de la piste peut changer le point de patinage de l'embrayage. Par le passé, les pilotes avaient des repères au niveau du volant pour toujours trouver le bon point de patinage. Mais depuis 2016, la FIA a interdit tout type d'aide afin de dynamiser les courses et de rajouter un peu de suspense à chaque départ. Concrètement, ils ont radicalement augmenté l'importance d'un départ bien exécuté. Parce que dans un sport où les voitures font 7 km en moins d'1 minute 20, chaque seconde compte. Donc si le pilote fait patiner ses pneus ou s'il cale son moteur sur la grille, sa course est juste terminée en fait. Et c'est pour ça qu'ingénieurs et pilotes suivent une procédure bien précise avant chaque course pour calculer les coefficients de frottement. Canal+ a déjà abordé une partie de cette procédure et je la détaille dans l'article de ma newsletter. Mais ce que j'ai appris en faisant cette vidéo, c'est que toutes ces procédures et tous ces calculs ne serviraient à rien si les ingénieurs ne prennent pas le temps d'appliquer ce qu'on appelle le bidding. Bon, je cherchais une traduction en français, mais a priori ça n'existe pas. Donc on va garder ce terme bizarre. Pour comprendre ce que c'est le bidding et pourquoi est-ce qu'il est si important, il nous faut d'abord parler du cœur battant de cet embrayage. Tout à l'heure, j'avais dit que les disques sont faits en fibre de carbone. Mais en fait, ce n'est pas totalement vrai. Parce qu'en réalité, ils sont composés d'un squelette de fibre de carbone entouré de graphite. Dans ce cas, on parle de composite carbone-carbone. Et c'est grâce à ce mélange qu'on arrive à créer des matériaux avec des propriétés mécaniques qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Avant les années 90, les constructeurs utilisaient des embrayages faits en acier frité. Ils étaient faciles à produire et robustes parce qu'ils fonctionnaient très bien pendant la course. Mais leur plus gros problème, c'était la température qui les rendait aussi glissants qu'une piste de bowling. Autrement dit, ils perdaient leur coefficient de frottement, ce qui est vachement gênant parce que les disques surchauffent énormément au départ d'une course. En 1982, AP Racing introduit les disques carbone-carbone. Au début, les résultats n'étaient pas très convaincants et le procédé de fabrication n'était pas encore au point. Il faudra donc attendre 1999 pour que cet embrayage se démocratise en Formule 1. Mais malgré leur robustesse, ces disques nécessitent une attention toute particulière pour fonctionner correctement.
Comme vous pouvez le voir, la surface du disque est plutôt rugueuse, et c'est une bonne chose, parce que cela leur permet d'adhérer entre eux, aussi bien à basse température qu'à haute température. Mais ce que vous avez également remarqué, c'est que leur surface n'est pas homogène, et notre petit coefficient de frottement, il n'aime pas ça. Vous vous rappelez tout à l'heure, j'avais dit que les ingénieurs calculent le coefficient de frottement avant chaque course pour donner le bon régime moteur au pilote. Eh bien, ces défauts de surface peuvent modifier le point de patinage de l'embrayage. Et si le pilote n'est pas attentif à sa monoplace, il peut rater son départ même en respectant les instructions des ingénieurs. En fait, ça serait comme avoir une piste de bowling qui ressemble à ça. Pour minimiser au maximum ce risque, les constructeurs ont recours au bedding à plusieurs reprises. La première fois se passe en usine sur un banc dynamométrique. Mais avant de les mettre dessus, les disques sont enfournés à plus de 300 degrés pendant 1 heure, afin de les nettoyer de toutes les cochonneries qui pourraient se trouver dessus. Ensuite, les disques sont placés sur le banc qui les fait tourner et frotter entre eux jusqu'à ce qu'ils atteignent une température de 200 degrés afin de lisser toutes les imperfections de surface. Grâce à ces frottements, les disques vont s'échanger des atomes et générer une fine pellicule d'huile à leur surface. Et c'est en grande partie grâce à cette couche que les embrayages carbone-carbone gardent leur coefficient de frottement à plus de 1500 degrés. Vous vous en doutez sûrement, mais cette pellicule d'huile n'est pas éternelle, et elle disparaît au bout d'un certain temps. C'est pour ça que les ingénieurs ont une procédure similaire qu'ils appliquent dans le garage en préparation du GP. Et étant donné qu'ils n'ont pas accès à un banc dynamométrique, ils utilisent les moyens du bord, c'est-à-dire la monoplace. Grâce à un logiciel préinstallé dans le calculateur central, les ingénieurs font tourner le moteur à 12 000 tours minute. Ensuite, ils actionnent partiellement l'embrayage, juste assez pour avoir un peu de frottement entre les disques afin qu'ils régénèrent la pellicule d'huile protectrice. Cette procédure est appliquée 3 fois pour une durée totale de 3 secondes. Bon, j'ai un peu simplifié quelques passages pour ne pas vous assommer, ma voix suffit largement. Mais si vous êtes un peu curieux et que vous aimez les détails techniques, n'hésitez pas à lire l'article associé en vous inscrivant à ma newsletter gratuite. Et pour ceux d'entre vous qui sont inscrits, n'oubliez pas de valider votre mail. Malgré toutes ces précautions, il arrive que les départs soient ratés. Pour nous, spectateurs, la faute revient forcément au pilote et on aurait fait mieux à sa place. Mais les ingénieurs suivent le départ avec beaucoup d'attention. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que même dans les meilleures conditions de bedding et de température, et même avec un départ parfait de la part du pilote, l'embrayage peut déconner. Dans cette thèse menée par AP Racing, les auteurs remarquent que même si l'embrayage est mis dans des conditions de fonctionnement parfaites, il arrive que son coefficient de frottement se casse la gueule tout seul, genre vraiment, sans raison apparente. Du moins à l'œil nu, parce que grâce à des microscopes électroniques, les chercheurs ont découvert que certains disques pouvaient présenter de la corrosion localisée à cause d'une saleté ou d'une mauvaise manipulation. Cette oxydation locale détériore la pellicule d'huile produite par le bedding, et si elle est trop importante, l'embrayage finit par perdre son coefficient de frottement. Et si j'ai bien expliqué les choses, vous savez ce que ça implique. Bon, on parle de Formule 1 quand même, donc il y a forcément une solution. Dans les cas extrêmes où le départ est totalement raté, que ce soit à cause du pilote ou à cause de l'embrayage, le calculateur central intervient en activant l'anti-stall. L'anti-stall, c'est simplement un programme qui empêche le moteur de se couper. Et voici à quoi ça ressemble. Ah ben voilà, j'ai calé. Il existe un autre type de départ raté un peu moins grave qui consiste à faire patiner les pneus. Ça arrive de moins en moins sur la grille de départ, mais on le voit souvent en sortie des stands. Dans ce cas, c'est fait exprès parce que cela aide le pilote à faire chauffer ses pneus et à s'insérer plus rapidement. Moralité de la vidéo, la prochaine fois que vous verrez un pilote rater son départ, ne lui sautez pas à la gorge. Il y a des phénomènes physiques invisibles à l'œil nu qui impactent constamment la course. Ça peut aller de la corrosion des disques à la perturbation des caméras de bord. Si vous êtes curieux de savoir pourquoi la qualité d'image se dégrade d'année en année, je vous invite à regarder cette vidéo.